Salut les Rey, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'affaire de l'Océan Viking, le fameux bateau qui fait beaucoup couler de l'encre et qui fait beaucoup parler les médias en ce moment. Pour moi, l'Océan Viking, donc je vous rappelle ce que c'est un bateau et une association qui navigue depuis des années en mer Méditerranée, et son objectif c'est de récupérer d'un côté au bord des côtes africaines, eh bien, des réfugiés clandestins illégaux pour les ramener sur les côtes européennes, enfin les débarquer sur les ports européens, donc français, espagnol, italien, bref, il n'y a pas vraiment de pays et de ports d'attache précis. Et en ce moment, le souci, c'est que en fait, plus aucun port, plus aucun pays ne veut de ce bateau. Et pour moi, vraiment, l'Océan Viking, c'est pas une affaire parmi tant d'autres. C'est vraiment le symptôme, l'un des symptômes actuels, en plus de la criminalité, de plein d'autres choses, d'un souci et d'un manque de vrai débat autour de l'immigration. Beaucoup de Français veulent vraiment parler de ça concrètement. Les politiciens mettent de plus en plus sur la table ce problème-là, parce qu'en ce moment c'est un problème, hein. C'est pas juste un fait, c'est un problème. Et donc voilà, l'idée c'était aujourd'hui d'essayer de vous apporter mes opinions par rapport à ça et mon point de vue par rapport à ce que j'ai pu vivre et par rapport à mon parcours politique. Il faut savoir que j'ai, étant plus jeune, fréquenté, sans vraiment le savoir en fait, les milieux plutôt de gauche. Et progressivement, je me suis détaché complètement de ces milieux-là parce que ça ne me convenait pas. C'est pas les valeurs que je voulais vraiment, que j'avais au fond de moi. Je suis parti plus à droite. À droite, je me suis retrouvé. Alors, il y avait des gens bien sûr ouverts des deux côtés, mais je me suis retrouvé aussi face à des gens assez binaires dans leur manière de penser, assez manichéennes, que ce soit à gauche ou à droite, ou l'ultra gauche, l'ultra droite. Des gens qui n'arrive pas à nuancer les choses. Voilà, c'est soit tout est noir, soit tout est blanc, sans mauvais jeu de mots. Et donc, par la suite, j'ai vraiment voulu faire mes expériences par rapport à ça. Vraiment, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis pour voir vraiment qu'est-ce qu'il en était sur le terrain avec des vrais gens. Je suis désolé, j'ai un peu la dalle. Aujourd'hui, je jeûne, donc si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est normal. Et donc, même sans le vouloir, au lycée, je me suis retrouvé dans des lycées, on va dire, de la ZUP, vraiment avec toute la racaille, etc. Ça m'a permis de les côtoyer, de vraiment les connaître, de vraiment pouvoir discuter avec eux. Et je me suis rendu compte qu'encore une fois, il n'y a pas que des bons, il n'y a pas que des mauvais. Il y a des cons partout, il y a beaucoup de connards dans ces gens-là, mais il y a aussi des gens profondément bons et gentils. Et ça, systématiquement, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Et ça m'a permis d'un peu plus nuancer ma manière de voir les choses, ma manière de voir le monde et les gens, et aussi mes interactions avec eux, parce que j'étais assez, à un moment donné, assez fermé aux gens, pas comme moi, on va dire. Et progressivement, ça m'a permis de me réouvrir vers les gens, mais tout en gardant la raison. C'est le souci que je remarque à gauche, c'est qu'en fait, pour eux, en fait, ils vivent vraiment dans un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'à gauche, pour eux, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et on peut, par l'amour et la tolérance, résoudre tous les problèmes. Ce qui n'est pas le cas, c'est totalement faux. Il y a des gens qui sont obstinés, il y a des gens qui sont endoctrinés, il y a des gens qui sont fanatisés par la religion, par des idées politiques. Et vous avez beau être le plus gentil, le plus tolérant du monde, ces gens-là, en fait, ils vous veulent pas du bien et ça changera rien, ça. Et ils iront jusqu'au bout pour avoir votre peau. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire que l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a, l'étranger, l'immigré est forcément mauvais et il est forcément un problème et il faut forcément le dégager. Et il faut le dégager par la violence. Donc c'est vraiment, on est sur des trucs assez opposés, même si à gauche, au final, ils parlent beaucoup de tolérance, de paix, de machin. Dans le milieu antifa que j'ai pu côtoyer, c'est des gens qui sont violents dans tout et qui ne sont pas tolérants, qui sont bien au contraire ultra
sectaires, et dès que tu penses pas comme eux, bah tu as des problèmes, quoi. Bah à droite c'est pareil. Voilà, à droite c'est un peu pareil, même si on trouve des gens un peu ouverts de chaque côté, mais bien souvent ces gens-là ne restent pas dans les milieux, hein. Et je pense que moi je suis quelqu'un d'assez ouvert, et c'est pour ça que je suis vraiment parti et que je me suis éloigné le plus possible de ces milieux politiques, parce que bah, j'étais pas face à des gens sains d'esprit et ouverts et normalement, enfin je sais pas comment dire, et qui raisonnent normalement en fait. Ils étaient vraiment endoctrinés dans des trucs et ils n'arrivaient plus à réfléchir d'eux-mêmes. C'était systématiquement, à gauche ou à droite, c'était des trucs prémâchés qui répétaient en boucle et qui n'avaient aucun sens en fait. Voilà, comme traiter tout le temps tout le monde de fasciste. Voilà, c'était un truc qui m'avait marqué. Voilà, ils traitent tout le monde de fasciste tout le temps. Et à l'inverse, bah, c'est tout le monde est des gauchistes, tout le monde c'est n'importe quoi. Et donc, voilà, déjà au lycée, ça m'a permis d'un peu côtoyer bah, des gens qui n'étaient pas forcément du pays, on va dire, hein, pas des natifs. Et là, il y a quelques années, j'ai fait un service civique. Et l'une de mes missions, parce que je voulais vraiment me mettre au service des gens, c'est quelque chose qui m'a auquel j'ai toujours porté de l'importance, hein. Pour moi, il faut se mettre au service des autres. Et j'ai vraiment voulu côtoyer, pour le coup, vraiment bah, les gens de la rue, les gens qui n'ont pas de papier, pour vraiment voir ce que c'était. Parce que je pars du principe qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas réellement. Ça n'a pas de sens. Voilà, un mec qui bosse, qui fait de la biologie, il peut pas nous parler d'aéronautique. Voilà, c'est pas son domaine. Tout comme un mec qui bosse en aéronautique, il va pas pouvoir nous parler de comment couler une dalle de béton correctement. C'est pas possible. Ou alors le mec, il faut qu'il ait des formations là-dedans. Et donc, il faut qu'il ait vécu des choses. Dans tous les cas, on en revient à vivre les choses. Si on ne vit pas les choses, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Et donc, durant mon service civique, j'ai fait une mission, c'était les centres d'accueil de jour. Donc, un centre d'accueil de jour, j'ai bossé pendant à peu près 6 mois là-bas. Et donc, bah, dans ces centres d'accueil de jour, on avait bah, des gens à la rue, que ce soit des Français ou des étrangers, des enfants, des adultes, des vieux, des gens sans emploi ou des gens avec des emplois, des gens bien, des gens pas bien. Et ça m'a vraiment permis de côtoyer, de voir vraiment le vrai visage de l'immigration d'aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mon grand-père, lui, était un pied-noir. Il est né en Algérie, c'était un Français algérien. Enfin, voilà, c'était français, l'Algérie. Et donc, il a côtoyé. Il a côtoyé les Maghrébins, il a côtoyé les Algériens. Et même moi, durant mon enfance, bah, beaucoup d'amis de mes grands-parents, c'était soit des pieds noirs, donc des gens qui ont été déracinés de chez eux, hein, même si c'était des Français d'Algérie, ou alors des Algériens et des étrangers qui venaient vivre en France pour vivre à la française, donc des gens qui se sont parfaitement intégrés. Et je me souviens des voisins de derrière, même je dirais pas le nom de famille, mais en fait ces gens-là, ils avaient l'apparence effectivement, c'était des Maghrébins, mais en fait ils ne parlaient pas un seul mot d'arabe en fait. C'était des vrais Français. Le père, c'était un militaire de carrière, il bouffait du saucisson, il buvait du pinard, il bouffait du fromage, enfin c'était vraiment un Français quoi. Et eux c'est pareil, ils ont eu des enfants français, des petits-enfants français que j'ai côtoyés durant toute mon enfance, et c'est des gens parfaitement intégrés. Et il y a eu une nouvelle vague en fait, il y a eu une nouvelle génération, même là je pense qu'on en est même à la deuxième, de nouvelles générations d'immigrés qui ne sont plus les mêmes en fait, qui ne sont plus les mêmes, et ça je l'ai vu. Je l'ai vu en étant au centre d'accueil de jour. Pour le coup, je côtoyais différentes générations. Et il y en avait même un papy que j'adorais, qui était vraiment super, super gentil. Lui, c'était un Maghrébin, il devait avoir peut-être 75 ou 80 ans. Je crois qu'il avait fait sa carrière dans l'armée, il s'est retrouvé un peu à la rue. Hyper respectueux, hyper gentil, il fait pas de problème, très discret. Voilà, vraiment, il posait aucun souci. Et les nouvelles générations, qui ont à peu près mon âge, hein, on va dire que maintenant les deux nouvelles générations, c'est soit ceux qui ont mon âge ou qui sont un peu plus vieux, qui eux en fait ont débarqué chez nous, mais qui n'ont pas eu ce truc d'insertion. Ils n'ont pas cherché à s'insérer et à s'assimiler. Et c'est vraiment ça le souci en fait dans l'immigration. C'est pas, pour moi, je
je pense qu'en fait, oui, effectivement, il faut accueillir des gens. Il faut accueillir des gens. J'ai pu côtoyer des gens qui ont vraiment, pour le coup, fui des guerres, hein, pas forcément en Afrique, mais plutôt dans les pays de l'Est. J'en ai même connu un cette personne m'a beaucoup marqué. C'était un gars qui avait les 2 mains coupées, les 2 mains sectionnées. Il avait plus de mains, il avait des moignons. Hein, vraiment, il avait plus rien du tout. Il avait des moignons et c'était ses amis qui faisaient tout en fait pour lui. Et en fait, durant ma mission, je devais également faire ce qu'on appelle les récits de vie. C'est-à-dire, tu es devant un ordinateur, tu as un gars que tu connais pas, ou que tu as déjà peut-être dû voir 2-3 fois, que tu t'as servi un café ou un petit déj, et en fait, le gars, il te raconte sa vie. Il te raconte qui il est, de quelle famille il vient, de quel pays il vient, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pourquoi est-ce qu'il est ici. C'était pour les demandeurs d'asile. Et donc, les demandeurs d'asile, ils demandent l'asile dans un pays parce qu'il y a un souci dans le leur. Et c'est là qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que quand quelqu'un te raconte pendant toute une après-midi, toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie, en tout cas la plus marquante et la plus choquante, c'est là que vraiment tu te rends compte dès que le gars te raconte que, en fait, dans son pays, tu as une vraie dictature avec une police de la pensée qui vient chez toi, comme ça, qui rentre, qui défonce tout avec des AK, qui fouille tout, qui t'attrape, qui te fout dans une fourgonnette, qui t'interroge pendant plusieurs jours, qui te tabasse, qui tue les membres de ta famille, parce que tu as eu une idée, tu as eu une opinion différente de l'idée du pays. Et j'ai eu un gars, par exemple, où toute sa famille en fait était morte. Voilà, je crois que la seule personne qui lui restait, c'était peut-être son cousin ou son tonton. Mais en fait, voilà, sa femme est morte, ses enfants sont morts, ses parents sont morts, tous massacrés dans son pays. C'est là que tu te rends compte que oui, effectivement, il faut accueillir les gens. Il faut accueillir les gens vraiment dans le besoin. Et donc, ça veut dire qu'il faut les trier. Parce qu'il faut les écouter, mais il faut aussi prendre des décisions. D'où, en fait, les demandes d'asile. La plupart du temps, c'est refusé, mais certaines demandes d'asile sont acceptées. Et parce que derrière, il y a normalement, il devrait y avoir une vraie analyse du cas, en fait, hein, du cas pour prendre une décision sur est-ce qu'il faut accueillir ou non la personne. Et donc, ça m'a vraiment permis de comprendre que, effectivement, il y a bien des pays, parce que ça, c'est encore une fois, on a beau le dire, ah là là, dans d'autres pays, c'est horrible. Tant qu'on n'a pas les gens en face de nous, tant qu'ils nous racontent pas, et tant même si je l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai pas vécu dans ces pays-là, mais ne serait-ce qu'à voir les gens qui te parlent avec le cœur et qui te racontent vraiment tout ce qui leur est arrivé, là, ça te touche vraiment. Là, tu comprends vraiment que oui, effectivement, tu as des gens qui sont vraiment dans le besoin. J'ai vraiment vu des gens dans le besoin de différentes manières, soit des gens, des caféinomanes, hein, ça on a beau, ça personne n'en parle, mais il y a beaucoup de soucis de caféinomanie, des toxicos, des gens qui se prostituent, on a eu des prostituées, on a eu des gens qui dealaient, des gens qui, bref, voilà, en fait, on a vraiment de tout. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que systématiquement, à chaque fois qu'il y avait des emmerdes, parce qu'on a eu des embrouilles, des gens qui se poignardaient, c'était assez sportif quand même, hein. Nous, on devait jouer un peu tampon entre les gens, enfin, on était un peu des sortes de médiateurs, mais des fois, il fallait dégager les gens manu militari, quoi, parce que tu avais des règlements de compte. Voilà, on n'était en plus pas dans un quartier facile. Et systématiquement, la chose qui m'a marqué, c'est que, en fait, les nouvelles générations, donc les jeunes, encore une fois, tu en as quelques-uns qui étaient vraiment là pour trouver un emploi, pour s'insérer, pour être discret, mais tu en as beaucoup qui venaient foutre la merde, en fait. Voilà, on avait un espace où on donnait des habits. On les vendait pas, on donnait des habits. Pour les gens, voilà, moi j'avais des fois des femmes qui arrivaient ou des hommes. En fait, ils avaient pas d'habits, quoi. Ils étaient en caleçon, ils savaient pas quoi faire parce qu'ils se sont fait dépouiller, parce que ça fait des années qu'ils l'ont et parce qu'ils en ont pas d'autres. En fait, t'essayes de t'arranger. T'essayes de leur trouver des trucs pour qu'ils soient présentables. Ou alors, le gars, il a un entretien d'embauche, il aimerait même juste emprunter une chemise, avoir des belles chaussures pour faire propre. Tu lui passes un rasoir, le gars, il se prend une douche, il se fait bien, quoi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de jeunes, donc les nouvelles générations, en fait, ils sont pas là pour s'insérer.
les gars, ils te parlent mal. Moi, plusieurs fois, je me suis embrouillé avec eux parce que les gars me parlent mal, ils te respectent pas, ils te volent. Ils te volent. T'es une association, tu donnes tout, mais tu donnes, mais de manière raisonnée. Tu vas pas donner 10 pantalons au même gars, tu vas pas donner toutes les chaussettes au même gars. Tu dis, voilà, en fait, il en faut pour tout le monde. Et les nouvelles générations ont tendance, je dis pas que c'est une généralité, mais ont tendance à en avoir rien à foutre, ils veulent pas s'insérer, ils veulent pas parler la langue, ils ne respectent pas les autres, même les gens, même des bénévoles qui sont là pour leur gueule, qui les nourrissent, qui les habillent, qui font tout à leur place, parce que vraiment certains c'est des assistés, c'est des bébés. Le gars il sait pas s'habiller lui-même, il sait pas faire des papiers lui-même, il sait rien faire, il sait pas faire à bouffer. Ils sont obligés de bouffer de la merde toute la journée dehors. C'est des bébés, c'est vraiment ils ont 12 ans dans leur tête. Et les gars, ils viennent t'embrouiller parce que tu donnes pas assez de rasoir, parce que machin, parce que tu veux pas donner des habits. Et je me suis retrouvé à aller chercher des habits dans le quartier d'à côté. Là, en plus, tu te dis peut-être que je vais pas en ressortir vivant pour un pantalon, mais bon, moi je suis têtu, donc j'y allais à chaque fois. Parce que le gars, il piquait des habits pour les revendre plus loin. Mais mec, tu piques des habits dans une association. Donc en fait, ces gens-là, en tout cas, ces gens-là, je veux pas dire tous les clandestins ou les immigrants en général, mais la nouvelle génération qui ne veut pas s'insérer, systématiquement, c'est un truc que j'ai remarqué, pendant 6 mois je l'ai vécu, systématiquement, ceux qui ne veulent pas s'insérer, ceux qui ne te... Enfin oui, en fait, ceux-là n'ont aucun respect pour personne, même pour leur propre communauté. C'est-à-dire que même avec des gens de leur pays, de leur culture, de leur religion, ils en ont rien à foutre. Ils les dépouillent, ils les embrouillent, ils les tabassent, ils les piquent, tout ce que vous voulez. En fait, il y en a qui n'ont aucun respect pour rien du tout. Même toi, en tant que bénévole, tu es là, tu donnes de ton temps. Nous, on était payés, mais on était payés une misère. On était payés, je crois, 400 balles le mois. Enfin, vraiment, c'était dérisoire. C'est vraiment, on était considérés comme des bénévoles. Même les bénévoles qui sont là pour donner leur temps, hein, parce qu'ils pourraient bosser, s'occuper de leur famille, s'occuper de leurs enfants, passer du temps avec eux. Non, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent de leur temps pour ta gueule. Et eux, qu'est-ce qu'ils font en retour ? Pour te remercier, ils te crachent à la gueule. Ils te crachent à la gueule et ils en ont rien à foutre. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y a un souci au niveau de la nouvelle génération. Et la plupart du temps, c'est malheureux, hein, mais c'est des gens qui ne cherchent pas à s'insérer et qui en plus de ça sont dans la criminalité. Le souci, c'est que derrière, et ça aussi, moi, c'est pour ça, à bout d'un moment, je me suis barré. Je me suis pris la tête avec la directrice parce qu'il y a plein de choses qui m'allaient pas, je trouvais pas ça normal. Et en fait, le souci, c'est qu'il y a des conseillères. Alors les conseillères, c'est un peu comme la conseillère Pôle emploi qui va te dire voilà, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, nanani, nanana. Elle monte des dossiers pour que tu aies des aides pour les logements, pour qu'on te paye le logement, pour trouver un travail, pour t'habiller, bref, voilà, vraiment pour tout. On leur fait tout de A à Z, hein. Tout est mâché de A à Z, ils ont tout pour s'insérer. Ils ont des associations qui leur fournissent de la nourriture, qui leur fournissent des habits. Ils peuvent pas dire c'est ça qui m'énerve, c'est que systématiquement ils sont là à faire un pauvre malheureux. Ouais, mais nous dans nos quartiers, vous comprenez, c'est difficile, donc c'est pour ça qu'on raquette, nanana. Le souci, c'est que derrière, les conseillères par idéologie, en fait, font les autruches, font systématiquement les autruches. Elles ont beau se faire insulter, on dirait qu'elles aiment ça. Vraiment, des fois, je me dis, un souci. Elles ferment leur gueule et elles acceptent. Et il y en a même qui, attention, je vais pas faire une généralité. Moi, je l'ai pas vu personnellement, donc je vais pas pouvoir parler personnellement. Mais il y a certaines associations, certaines conseillères qui même conseillent sur comment mentir et ça, c'est un fait avéré. Moi personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais des gens que j'ai côtoyés au niveau associatif me l'ont dit, qu'effectivement, il y a des conseillers, des conseillères qui expliquaient à des gens qui débarquent chez nous, fraîchement arrivés, qui ne parlent pas la langue, qui ne veulent pas s'insérer ni quoi que ce soit, qui sont juste là pour foutre la merde, hein, parce que c'était ça la plupart du temps. Comment mentir auprès des associations, auprès des ONG, pour avoir des papiers.
Et ces gens-là, bah moi j'ai vécu dans ces quartiers-là. Et ma famille aussi vient des quartiers, des HLM, de tout ça. Et ces gens-là, en fait, tu les retrouves dans le quartier en train de chercher la merde, de se battre à coups de couteau, de se faire embarquer par la police, ils sont relâchés. Et le problème, c'est que tout le monde est clément. Voilà, tout le monde laisse faire, tout le monde ferme les yeux, et le problème, c'est que ça empire, ça empire, ça empire, et même au sein même de leur propre communauté, bah, en fait, ils foutent la merde. Et moi, j'ai été confronté à un moment donné à des vieux maghrébins qui voyaient, juste après des embrouilles qui s'étaient passées, genre deux jeunes qui se prennent la tête et qui se tapent dessus parce que machin, il a volé la copine de trucs, enfin des trucs de merde, quoi. Et bien, des vieux maghrébins qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais tu sais, moi, si je suis venu en France, c'est pour vivre à la française, sinon je serais resté au bled, hein, parce qu'ils disent ça, ils disent le bled, hein. Ils disent, mais tu sais, moi je vote pour Le Pen, hein. Je suis pour qu'on foute les... c'est vraiment, ça m'a choqué, enfin ça m'a marqué plutôt, des maghrébins, des vieux maghrébins qui venaient me voir et qui me disaient, mais moi je suis pour qu'on les foute dehors, je suis pour qu'on foute les maghrébins dehors, qu'on les foute dehors de la France, hein. Pas du local ou quoi. Donc à quel point? C'est là où je me suis dit, mais si même les gens de leur communauté, leurs parents ou leurs grands-parents, même si je pense qu'ils n'ont pas réellement de lien parce que ceux qui s'insèrent, ils savent s'insérer et ils n'ont pas de petits-fils comme ça, mais même si les vieux de leur propre communauté, de la même religion, de tout, du même pays, si eux disent qu'ils votent à droite, ça c'est un symptôme, encore une fois, je dis pas qu'il faut voter à droite, je dis pas qu'il faut pas voter, enfin pas voter à droite. Si même eux tiennent ce discours-là envers leur propre communauté, mais les nouvelles générations, c'est qu'il y a vraiment un souci. C'est qu'il y a vraiment un souci. Et moi, ce qui me bluffe, c'est qu'à gauche, ça, ils ne le voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne l'entendent pas, ils ne veulent pas le voir. Et je me dis, si même les gens de cette communauté-là tiennent ces discours-là, donc qui ont les yeux un petit peu ouverts, hein, sur ce qui se passe, sur la réalité des choses et sur la vraie solution, c'est que les gens de gauche, en fait, sont juste aveugles, sont juste myopes et sont complètement à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de défendre des gens qui n'en ont rien à foutre d'eux, qui leur crachent à la gueule et qui sont les... Ah, je vais fermer ma gueule. Pour vous reparler des gens des quartiers difficiles, ça, c'est un argument qui revient systématiquement. Oui, mais tu comprends, parce qu'on essaie de systématiquement alléger le truc, hein. Le mec, il a Violetta, une gamine dans le train, il est multirécidiviste, il fait que des braquages à répétition. Oui, mais tu comprends, dans leur quartier, c'est difficile, c'est ça, nanani. Ouais, voilà, le baratin habituel. Je vais vous reparler encore une fois de moi, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler d'une vraie expérience pour imager tout ça. Du côté de mon père, pour le coup, ma famille vient des banlieues, en fait. Après la période d'après-guerre, de la reconstruction, ma famille vient de Mantes-la-Jolie. Voilà, c'était pareil, hein, un quartier HLM, hein, où les gens, ils savaient, même c'est ça, même mon père me raconte, mais moi, dès que j'étais jeune, il y avait des juifs, il y avait des arabes, il y avait des chrétiens, il y avait des athées, il y avait des gitans, il y avait des noirs, il y avait de tout, il y avait un petit peu d'asiatiques, beaucoup d'italiens, beaucoup de portugais. On savait vivre ensemble, on n'avait aucun souci de couleur, de machin, de religion, tout se passait bien entre nous. Et à un moment donné, il y a eu la nouvelle génération qui est arrivée. Vous savez, un peu la génération un peu avant NTM, etc. Là. Vraiment la génération qui n'a pas voulu s'insérer. La génération rap. En fait, c'est la génération rap qui est arrivée. Et à partir de là, tout est parti en couille. Tout est parti en couille.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ma famille, c'est pas des riches, hein. Faut arrêter de croire que les Français, c'est forcément des riches, c'est forcément des gens qui colonisent, qui machin, qui. Faut arrêter de croire à ça. Ma grand-mère, elle faisait le ménage, et mon grand-père, c'était un ouvrier qui bossait à Renault toute la journée dans les usines, il fabriquait les bagnoles. En quoi on est des, alors comment ils disent, des privilégiés, voilà, les 6 blancs privilégiés. En quoi ma famille c'était des privilégiés? Ils vivaient dans des HLM, dans des cages, des cages à rats, là, empilés les uns sur les autres. Ils bossaient à l'usine toute la journée. Ma grand-mère faisait des boulots ingrats. Elle était payée une misère. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ma famille, à un moment donné? Est-ce que mon père, est-ce que mon grand-père, est-ce que ma grand-mère et mes tontons, est-ce qu'ils se sont mis à aller racketter, à aller braquer, à aller je sais pas quoi? Bah non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont barrés. Ils se sont barrés. Mon père, il a pris son sac à dos, il s'est tiré. Il est descendu dans le sud de la France, il est rentré dans une école photo. Il a fait de la photo, il a rencontré ma mère. Bon, maintenant ils sont séparés, mais voilà, ils ont eu une maison. Et, ils ont bossé, ils se sont sortis les doigts du cul. Ils n'étaient pas là dans leur banlieue, ouais, gna gna gna, wesh wesh, moi je fume la chicha. Ouais, j'en ai côtoyé des gens comme ça, c'est juste du m'as-tu vu, c'est juste de la victimisation permanente. Les gens qui veulent vraiment s'en sortir, ils se bougent le cul. Je suis désolé, hein, ils se bougent le cul. Il faut arrêter de dire oui, mais les Maghrébins, vous comprenez, ils peuvent pas s'insérer, ils peuvent pas trouver du travail. C'est faux, c'est totalement faux. Depuis les années 40, même avant, il y a des Maghrébins, il y a des gens de toute origine. J'en ai côtoyé, j'avais même des amis portugais, italiens, des asiatiques. Mais ces gens-là, mais on n'en entend jamais parler. Il n'y a jamais un fait divers, un groupe de Portugais a racketté une vieille dans la rue, lui a cassé la gueule, elle est dans le coma. Ça n'arrive jamais. Pourtant, ces gens-là, ils parlent portugais, voilà. Et pourtant, ils s'insèrent complètement, il n'y a aucun souci. Ils trouvent du travail et il n'y a aucun problème. Il faut arrêter de se victimiser en permanence. Heureusement que ma famille ne s'est pas victimisée. Parce que pourquoi? Parce que s'ils avaient de la dignité, c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a de dignité. Plus personne n'a de respect pour les autres, ni n'a de respect pour soi-même, ni pour sa communauté. Eh ben, ma famille, elle s'est bougé le cul, elle s'est sortie les doigts du cul, elle s'en est sortie. Du côté de mon grand-père, qui est pied noir, qui vient d'Algérie, son père, il était quoi? Il était gendarme, et après, il était fermier, c'était un paysan. Il élevait des chèvres, tout seul, il n'exploitait personne, hein. Il élevait lui-même des chèvres, et à l'âge de 3 ou 4 ans, mon grand-père a perdu son père, donc le fermier gendarme, parce qu'il a fait la guerre et il a eu des soucis aux poumons. Et mon grand-père, à 4 ans, et ses aînés, enfin ses frères et ses petits frères, ont dû s'occuper de la ferme. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas majeurs, ils sont toujours sortis les doigts du cul, et ils ont tous eu un travail, ils s'en sont tous sortis. Mon grand-père, c'était un instituteur, il était militaire, il était instituteur. Ma grand-mère, c'était une institutrice. Elle vient d'une famille de prolos également. Mais ils sont pas mis à chouiner. Oui, nous, les pieds noirs, vous comprenez, on a été déracinés, c'est pas la même culture en France. En plus, on est un peu basané, donc, parce que oui, même si c'est des Français, dès que tu nais dans le désert, forcément t'es bronzé. Hein. On trouve pas de travail, en plus on mange pas pareil que les autres, gna. Bah non. Ils ont su s'assimiler et pourtant ils ont été déracinés, ils sont arrivés en France. Tous les Français leur crachaient dessus, ouais, les colons. Vous savez même pas ce que c'est qu'un colon, arrêtez, fermez vos gueules un peu. Bref, voilà, d'un côté, ils sont fait dégager à contre-cœur parce que je vous ferai, vraiment, ça sera prévu, hein. Je vous prévois un truc sur l'Algérie française parce que ça me casse le... Je vais pas dire de gros mots, mais ça commence à vraiment beaucoup m'exaspérer de voir énormément de conneries circuler là-dessus. Donc je vous ferai même part d'enregistrements, de photos de l'époque, de plein de documents là-dessus, parce que vraiment il faut remettre les choses à plat. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Et mon grand-père, malgré le fait qu'il soit déraciné, qu'il parlait pas, enfin si, il parlait français, mais il parlait aussi algérien, malgré qu'il ait été rejeté par quasiment tous les Français, qu'il ait perdu son père, qu'il n'avait plus aucun repère, il s'en est sorti parce qu'il s'est sorti les doigts du cul, parce qu'il ne s'est pas victimisé. Donc il faut arrêter à un moment donné de défendre
des gens qui ne veulent pas s'insérer, qui sont là pour foutre la merde, qui n'ont aucun respect pour les bénévoles qui viennent les aider, pour les gens de leur communauté, pour les gens des autres communautés, qui ne veulent pas chercher un travail, qui sont bien souvent dans la criminalité et qui sont juste là pour foutre la merde. Je suis désolé, mais moi, c'est mon constat. C'est le constat que j'ai pu faire au travers de tout ce que j'ai pu vivre, au travers de toute ma vie, ce que ma famille m'a dit, même mon père. Bien sûr, mon père, c'était un anarchiste, un gauchiste. Enfin, même, non, il n'était pas politisé, c'était plus un anarchiste. À un moment donné, il a dit non, ça va pas, ça va pas. Il y a un souci au niveau de l'immigration, il y a un souci à ce niveau-là. Et il s'est carrément désolidarisé de tout ça. Et il est même un peu passé de l'autre côté à un moment donné. Mais parce qu'il y a une réaction. Mais une réaction, il faut une action derrière. C'est action-réaction, c'est un truc chimique, c'est un truc physique plutôt. Action-réaction, c'est une logique. Voilà. S'il y a une réaction, c'est qu'il y a forcément une action. Et dès que je vois des gens de gauche dire il faut accueillir tous les immigrés parce qu'il y a des soucis dans leur pays. Bien sûr qu'il y a des soucis dans leur pays, mais non, il ne faut pas accueillir tout le monde. Parce que dans ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour aussi ramener ce qu'ils ont chez eux, chez nous, ça soit les dogmes religieux, la manière, les lois, hein, parce que c'est à la fois religieux, mais c'est aussi des lois qui viennent foutre la merde, qui créent de la criminalité, qui créent de la pauvreté, et c'est problématique. Et de l'autre côté, dès que j'entends des droitards dire il faut foutre tous les étrangers dehors, bah, j'essaie de plutôt entendre ce qu'il y a derrière, de me dire ces gens-là, ils ont peut-être vécu des choses qui font que ils ont eu un déclic et ils ont compris que l'immigration de masse non contrôlée était un problème. Je ne dis pas que l'immigration en tant que telle est un problème, je dis que l'immigration de masse non contrôlée est un problème. Parce que oui, dès qu'on laisse se balader des gens qui n'ont pas de papier, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, ni qu'est-ce qu'ils veulent, ni qu'est-ce qu'ils font, bah, ça finit en bain de sang. Je suis désolé, mais ça finit en bain de sang. Que ce soit localement ou dans des affaires plus importantes. Et donc, pour en revenir un petit peu au bateau. D'ailleurs, j'aimerais, si jamais vous avez l'info, parce que j'ai complètement perdu ce reportage, je n'arrive plus à le retrouver. Justement, il y avait un reportage qui parlait vraiment de tout ce qui était traite d'êtres humains. Parce que là, on est vraiment dans de la traite d'êtres humains. Donc, pourquoi est-ce que moi, je suis défavorable à l'océan Viking? Parce que, d'une première part, ça finance les réseaux de traite humaine, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ce qu'on appelle les passeurs, hein. Les passeurs, c'est pas des gens qui ont la main sur le cœur, altruistes, qui veulent sauver les gens de leur pays. C'est des gens qui réclament beaucoup des grosses sommes d'argent pour t'embarquer dans des bateaux clandestins, donc tu as aussi un risque de mourir, hein, déjà, donc c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui meurent en mer, hein. C'est pas parce qu'il y a de la pauvreté dans les autres pays, c'est parce que des gens les font passer et parce que des associations les récupèrent. Mais on va y revenir juste après. Donc ça finance des réseaux terroristes, des réseaux criminels de traite d'êtres humains, parce que certes, peut-être que certains bateaux permettent de faire passer des gens d'un côté à l'autre, mais d'autres personnes là détournent ces êtres humains, leur volent leur carte d'identité, les réduisent en esclaves dans d'autres pays, voilà, parce qu'ils n'ont plus de papiers, ils n'ont plus d'identité, ils vont bosser dans des trucs, ou alors pour les femmes, bah, on va les prostituer, pour les gamins, bah, c'est pareil, ou alors ils vont finir en pièces détachées pour la vente d'organes. Donc il y a déjà une traite d'êtres humains dès qu'on part de l'Afrique dans les réseaux de passeurs. Une fois qu'on arrive à l'océan Viking, bah en fait, le fait d'avoir des associations comme ça qui sont autorisées à naviguer, à récupérer des personnes, bah qu'est-ce que ça veut dire? Le message qu'il y a derrière, eh bien, ça valide, ça soutient les passeurs, les réseaux criminels qui font du trafic d'êtres humains. Parce que bah derrière, il y a des gens pour les récupérer. Si tu as des passeurs qui vont en mer, mais qu'il n'y a personne pour les récupérer, ces gens-là, bah qu'est-ce qui se passe? Bah les réseaux de passeurs n'existent plus, il n'y a plus de traite d'êtres humains. C'est pas compliqué. Donc, la solution contre ça, bah, c'est de supprimer, d'être contre ces bateaux-là. Une fois que ces bateaux-là débarquent illégalement des gens sur notre territoire, qu'est-ce que ça implique aussi derrière? Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. On se dit, ah bah super, ils sont chez nous, ils sont sauvés. Ah, ils sont sauvés.
Ils finissent dans quoi? Dans des bidonvilles. Ils finissent à créer de la criminalité. Les groupes criminels, il ne faut pas croire qu'ils sont copains entre eux. Hein. Et ils finissent par s'entretuer ou finir dans des bidonvilles. Pour les femmes, elles sont réduites en prostituées. Hein. Quasiment toutes les prostituées qu'on a chez nous, hein, c'est quoi? C'est des Roumaines, c'est des femmes des pays de l'Est. C'est toutes ces personnes-là. C'est des personnes qui sont réduites en esclaves parce qu'ils ont été débarqués chez nous illégalement. Donc on ne sait pas qui sont là. Donc derrière, il y a des gens qui prennent leurs papiers, qui font de l'argent sur ces gens-là. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est les réseaux criminels qu'il y a derrière. Et le fait de financer, de soutenir ces associations-là, vous soutenez directement parce qu'ils sont en lien. Il ne faut pas croire. L'Océan Viking, il est en lien à la fois avec les associations en France qui comment dire, noyotent, récupèrent et donnent des papiers à des gens qui ne sont pas peut-être censés en avoir, ou qui finissent dans des bidonvilles ou dans des réseaux comme ça, des gens qui récupèrent les immigrés en fait. Il ne faut pas croire, hein. Il y a des gens qui sont là et toute la journée, leur rôle, tout leur business, c'est de récupérer des gens paumés qui viennent de débarquer chez nous pour leur faire miroiter, ah bah tu vas voir, je vais te trouver un travail, je vais te nanani, nanana. Ils leur prennent leurs papiers et de là ils se retrouvent à faire des trucs horribles. Et vous soutenez ces gens-là, tout en vous disant j'ai bonne conscience parce que ces gens-là ils sont pas chez eux et je les ai sortis de leur misère. Tu parles mon cul. Chez eux c'est la misère, pourquoi? Parce que il y a eu de la corruption, il y a toujours de la corruption en soi. Et, je sais pas, d'un côté, alors les gauchistes disent tout le temps l'Afrique c'est le pays le plus riche du monde parce qu'il y a les minerais et parce qu'il y a machin, mais d'un autre côté ils disent oui il faut les accueillir parce que c'est des pauvres. Attends, si t'es riche tu peux pas être pauvre. C'est quoi ce délire? S'il y a de la pauvreté chez eux, c'est parce que quelqu'un leur prend la richesse. Mais c'est pas forcément les vilains colons français hein, qui le font. Je dis pas, la France le fait. Mais il y a aussi beaucoup de gens corrompus là-bas qui le font et qui appauvrissent leur propre pays et qui se font du fric sur le dos de leur propre population et qui créent de la criminalité là-bas. C'est pas forcément les cis blancs privilégiés colonialistes qui font ça. Hein. Je dis pas que ça n'a pas existé. Je dis bien sûr ça existe. Mais attention, aujourd'hui c'est ultra minoritaire par rapport à la corruption et à tous les problèmes qu'il y a en interne dans les pays africains. Encore récemment, je discutais avec un gars en Blablacar là. C'était un Camerounais qui m'expliquait parce que lui son domaine c'est la technologie. Je lui dis mais mec, avec les connaissances que tu as, pourquoi tu vas pas dans ton pays développer des technologies pour avoir de l'eau potable, pour créer de l'énergie, pour tout ça? Il me dit mais c'est pas possible. Si je fais ça dans mon pays, je suis considéré comme un révolutionnaire. On me tue. C'est pas compliqué. Ils viennent avec des 4x4, avec des pick-up, ils me défoncent. C'est que derrière, il y a de la corruption. C'est parce que derrière, tous ces projets-là, les gens qui veulent développer des projets dans leur pays, et ben derrière, le pays leur dit ouais, vous inquiétez pas. Il m'a expliqué tout ça. Il m'a dit en fait, tu as des gens qui viennent, qui t'approchent, qui disent ouais, ton projet il est super, on va t'aider à le financer, nanani, on va le tester, on va voir si ça fonctionne. La plupart du temps, c'est des projets qui fonctionnent. Mais ils lui disent bah non, en fait, ton projet, c'est fini. On va pas le financer. Ils prennent le projet, ils mettent un brevet dessus et ils se l'accaparent. Et ils se font du fric là-dessus. Et les gens restent toujours aussi pauvres. Et les autres qui créent des trucs révolutionnaires, ils se font niquer. Le souci, il est là en fait, c'est la corruption chez eux. Mais c'est pas en les accueillant chez nous que ça va résoudre les problèmes. Surtout que les gens qui viennent chez nous, on dit tout le temps, oui, c'est des pauvres malheureux qui fuient la guerre. Je suis désolé, mais alors, dès que c'est chez nous et qu'on est jeune, il faut combattre l'ennemi. Mais d'un seul coup, dès que c'est chez les autres, les jeunes qui sont dans la fleur de l'âge pour soit les combattre, soit révolutionner les choses dans leur pays, mettre des trucs concrets qui peut les faire avancer, on les voit débarquer chez nous. C'est pas cohérent en fait, il n'y a rien qui est cohérent. On devrait plutôt voir plein de femmes, plein d'enfants, plein de vieillards débarquer. La plupart du temps, c'est quoi? C'est des jeunes. C'est des jeunes. La nouvelle génération d'immigrés, c'est des jeunes. Vous avez quelques vieux, vous avez quelques femmes, quelques familles, mais la plupart du temps, c'est que des jeunes. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ou alors, je sais pas, tu viens chez nous, ok, tu fais un truc provisoire. Ils viennent chez nous, ils se forment à quelque chose, à un métier, et ils vont chez eux développer des trucs pour faire avancer leur pays. Non, en fait, là, ils viennent chez nous,
ils foutent rien, ils créent de la criminalité, ils prennent de l'argent. Et les gens, ils me le disent. C'est ça le pire, c'est que dès que j'étais dans le centre d'accueil de jour, certains me l'ont dit, droit dans les yeux, ils s'en cachent pas, ils sont même fiers. Ils disent, mais moi, en fait, tu sais, je demande plein d'aide ici, et j'envoie tout au bled. Le 3/4 de l'argent, je l'envoie au bled à la famille. Vous savez que chez eux, il y a des lois qui interdisent de faire sortir de l'argent. Hein. Tu ne peux pas faire sortir de l'argent du pays. Parce que c'est contre-logique. En fait, tu appauvris le pays. Et donc, eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour la nouvelle génération, en tout cas. Hein. Attention, je parle de la génération qui ne veut pas s'intégrer. Certains sont ici dans le but de s'intégrer. Et bien sûr, il faut les accepter, il faut les intégrer, et il faut les aider. Mais ils ont déjà tout ce qu'il faut. Il y a toutes les structures qu'il faut pour s'insérer, pour trouver un travail, pour trouver un logement, pour avoir les papiers. Si vraiment tu fuis la guerre, bah, tu demandes l'asile. Si vraiment tu es dans une situation où tu n'as pas le choix et si tu retournes dans ton pays, tu es tué, bah, normalement, la demande d'asile, tu l'as. Sauf que là, les gens qui soutiennent l'océan Viking et qui soutiennent l'immigration générale, bah, ils soutiennent également les gens qui ont fait des demandes d'asile et qui n'ont pas été acceptés. Je suis désolé, mais si ta demande n'est pas acceptée, c'est qu'il y a quand même des raisons. On n'accepte pas comme ça, c'est pas du bingo, hein, on lance pas un dé, on dit ou une pièce face, ah bah non, on va pas le prendre. Non. Moi j'en ai vu qui avaient vraiment besoin de leur demande d'asile, qui avaient vraiment besoin de papier français, parce que vraiment c'était soit ça, soit ils se faisaient tuer. Bah, ces gens-là, ils avaient leur demande d'asile. Ceux qui ne l'ont pas, bah, faut les faire sortir du territoire. Parce que sinon, ils sont ici, ils n'ont pas de papier, ils font de la criminalité parce qu'ils ne peuvent pas trouver de travail. Et ça, c'est pareil, le travail. On dit tout le temps, oui, mais ils sont quand même mieux ici à travailler que dans leur pays. Alors déjà, chez nous, on a une crise au niveau de l'emploi. Le souci, c'est que derrière, c'est pareil, ça crée de l'esclavagisme moderne. Les Uber Eats, je suis désolé, hein, mais pour ceux qui sont en ville, les Uber Eats, c'est quoi? C'est des Pakistanais, c'est des Maghrébins et c'est des Noirs. Et le souci, c'est que les systèmes Uber, là, le système Uber Eats, etc., bah, c'est de l'esclavagisme moderne. Vous les écoutez, ils vous l'expliquent. Ok, tu refuses des courses, au bout d'un moment, bah, l'algorithme te dégage. Donc en fait, ils n'ont pas le choix. En fait, ils sont obligés de bosser pour de moins en moins cher, pour le même travail, voire même plus. Et c'est ça le souci, c'est que ça appauvrit tout, ça descend le niveau, le niveau au niveau de l'argent, quoi. Je veux dire, un employeur qui a besoin de faire du bâtiment ou qui a besoin de faire X ou Y. Vous regardez même la RATP à Paris, ils emploient des dizaines de milliers d'immigrés la nuit parce que ça coûte moins cher. C'est sûr qu'un gars qui vient d'Afrique, 400 € par mois, lui, il accepte. Ben, bien sûr, attends, 400 € par mois, chez lui, il doit gagner peut-être 100 balles, même pas. Mais face à quelqu'un qui a ses papiers et qui touche le SMIC, c'est pas intéressant. Il vaut mieux prendre un gars qui n'a pas de papier, que tu peux traiter comme tu veux, tu peux même pas payer du tout. Tu le fais vivre dans des conditions horribles, tu le nourris pas, tu le laisses pas sortir, c'est ce qui arrive. Hein. C'est ça le vrai esclavagisme. On dit tout le temps, c'est les grands colons, machin bidule, mais les colons, ils sont chez nous. Les colons, ils sont de gauche. Les colons, c'est eux qui sont favorables à l'océan Viking, qui sont favorables à toutes ces associations-là, parce que ça leur permet d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, de la main-d'œuvre quasiment gratuite. Et ça, c'est vraiment de la criminalité pour moi. C'est eux les vrais criminels. Mais ces gens-là, bien sûr qu'ils sont favorables à ces associations, bien sûr qu'ils font genre « Ah, j'ai la main sur le cœur, je veux accepter les immigrés parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère. Ça coûtera toujours moins cher de sous-payer un gars qui n'a pas d'assurance, qui a rien du tout, plutôt qu'un gars qui demande ses week-ends, qui demande des primes, qui demande d'être payé la nuit plus cher, qui demande le 13e mois, qui demande, qui cotise, qui machin. Un employé, ça ne l'intéresse pas. L'employé préfère prendre des gens qui viennent d'un autre pays et les réduire en esclaves. Je suis désolé, mais c'est ça le vrai esclavagisme aujourd'hui. L'esclavagisme aujourd'hui, il est à cause des gens de gauche qui acceptent de faire rentrer à outrance ces gens-là et qui n'en voient aucun souci, qui n'ont aucun regret. Mais comme d'habitude, les méchants, c'est ceux qui sont à droite. Ceux qui sont à droite, ils sont pas. Je dis pas qu'ils sont mieux, je dis pas qu'ils sont pas bien. Juste que déjà, eux, ils sont un peu plus réveillés sur l'état actuel du pays, au niveau de la criminalité, au niveau des soucis, au niveau de l'emploi, au niveau du salaire, au niveau des conditions de travail, au niveau même
au niveau de plein de choses. Je suis désolé, mais qui c'est qui favorise des gens à se noyer dans la Méditerranée? Si, prenons les gens de droite. Allez, je vais faire l'avocat du diable. Je prends les gens de droite. Eux, ils sont purement et simplement contre le fait de laisser rentrer des gens sur notre territoire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si tous les pays font ça, si tous les pays de la Méditerranée, européens de la Méditerranée font ça, bah en fait, les immigrés clandestins n'auront plus l'idée de venir chez nous. Ils viennent chez nous parce que c'est open bar. Si c'est pas open bar, bah ils viennent pas chez nous. Donc ils traversent pas la Méditerranée. Donc il n'y a pas les réseaux de passeurs, donc il n'y a pas les réseaux criminels. Ces associations-là ne peuvent plus être financées. Chez nous, ça crée plus de pauvreté, ça fait plus chuter le prix du salaire, ça réduit pas des gens qui n'ont pas de papier en esclaves, ou ça ne crée pas de criminalité parce que ces gens-là, bah, soit ils sont réduits en esclaves pour travailler, soit ils font du deal ou ils vont braquer. Donc dans tous les cas, ça cause des problèmes. Donc en fait, les vrais gens qui sauvent des vies, bah, c'est les gens qui refusent de laisser rentrer à outrance, de laisser rentrer ces bateaux-là, ne serait-ce qu'une seule personne, parce que c'est question de principe, parce que en fait, si les frontières sont fermées, et c'est marrant parce que les pays maghrébins, d'où viennent la plupart des gens, déjà, il n'y a pas la guerre, on dit il fuit la guerre, mais il n'y a pas la guerre, hein. Je suis désolé, mais en Algérie, il n'y a pas la guerre, au Maroc, il n'y a pas la guerre, donc qu'est-ce que vous me racontez? Dans ces pays-là, ils ont des lois ultra strictes sur l'immigration. Ils sont pires que Trump, hein. Ils ne laissent rentrer ni sortir. Enfin, ils ne laissent rentrer aucun immigré. Vous regardez, je crois que c'est la Turquie, mais c'est des fous. C'est des fous là-dessus. Bon, et bah pourtant, les gauchistes, c'est les premiers. Alors, alors que ils sont ultra stricts et ils sont ultra nationalistes. Ça, c'est pareil. On peut parler de ça, hein, je suis désolé, mais dès que je vois tout le temps les Algériens brandir leur drapeau Algérie, foutre le bordel dans la rue, taper des gens. Alors, dès que c'est des gens... Alors, reprenons. En faire de parallèle. Voilà, vraiment, je vais essayer de démonter tous les arguments par rapport à ça, parce que ça me gonfle. Alors, prenons un groupe de jeunes. Fermez les yeux. Un groupe de jeunes qui brandissent un drapeau, qui agressent les gens par rapport à leurs origines, qui sont violents, qui n'aiment pas la police, etc., et qui sont criminels. Qu'est-ce que vous imaginez dans votre tête? Moi, dès que j'entends ça, souvent, je m'imagine le stéréotype de ce qu'imagine un mec de gauche par rapport aux gens de droite. Vous voyez, les nationalistes. Voilà. Vraiment, dès qu'on ferme les yeux, on prend le cliché du nationaliste avec le drapeau, fier de son pays, qui va tabasser les gens qui sont pas de son qui parlent pas la même langue et qui n'est pas des mêmes origines que lui, qui veut les foutre dehors ou les virer, donc les remplacer. C'est la description de ce qu'on a pour les nationalistes français. Si on prend les Maghrébins algériens, les jeunes là qu'on a actuellement, ils brandissent leur drapeau, donc ils sont fiers de leur pays, hein, c'est l'Algérie pour les Algériens, c'est leur discours. C'est d'ailleurs pour ça que les Français ont été foutus dehors de l'Algérie, c'est parce qu'ils veulent l'Algérie aux Algériens. Donc c'est comme France aux Français, c'est exactement pareil. Ils sont ultra fiers de leur drapeau, ils le mettent partout, hein, comme les nationalistes, ils ont des drapeaux français partout. Hein. Les Algériens, ils ont tout, ils ont même les claquettes algériennes, ils ont tout, hein, ils ont tout. Ils agressent les gens qui sont pas de leurs origines, hein, donc ça peut être les Noirs ou d'autres origines, des Français tant qu'à y être, parce qu'ils parlent aussi pas la langue, hein, on est des sales couffards de toute façon, donc bon, c'est pas très grave. Et ils veulent les foutre dehors. Concrètement, c'est ça, c'est que si on les écoute bien, hein, ils s'en cachent même pas, ils disent nous on est là pour faire plein de mômes et pour que la France devienne algérienne. Et c'est pas justement ce que dénonce la gauche. Je comprends plus rien en fait. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes trucs des deux côtés, mais il y en a un, c'est un gentil, faut le protéger, il y en a un autre, c'est un méchant, faut le combattre. Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Et donc pour en revenir à j'ai fait une petite parenthèse,
Qui sauve des vies en fait? C'est ceux qui n'acceptent pas ces gens-là. Parce que si tu n'acceptes pas le fait de recevoir des gens chez toi, ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas rentrer. Tout comme en Turquie ou en Pologne ou dans plein d'autres pays qui sont ultra stricts au niveau de l'immigration, on n'entendra aucun immigré dire « moi je pars d'Afrique pour aller en Pologne ou en Turquie ». Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire recevoir bien comme il faut. Donc ces gens-là n'essayent pas de franchir une frontière, n'essayent pas de franchir la Méditerranée avec le risque de se noyer. Donc en fait, on les sauve d'une certaine manière. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que dans leur pays, c'est la guerre. Dans ces cas-là, tu fais les choses correctement. Si c'est vraiment le cas, et que tu es demandeur d'asile, ta demande d'asile est censée être acceptée. Si c'est pas le cas, tu vas la faire ailleurs. Ça a toujours fonctionné comme ça. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on accueille trop de gens. En fait, moi, je vois vraiment un pays comme une maison. Tu peux, bien sûr, accueillir ton voisin de temps en temps. Tu peux accueillir un inconnu de temps en temps. Mais ta maison, elle a une place limitée. Tu ne peux pas nourrir 50 personnes. Si d'habitude vous êtes 3 et que là, il y en a 50, comment tu fais? Tu ne peux pas. En plus de ça, si toi, tu es un Occitan, que tu as un Breton, que tu as un Basque, que tu as un Normand, que tu as un Ch'ti, ils ne mangent pas aux mêmes heures, ils ne mangent pas les mêmes choses. Ils ne parlent pas avec les mêmes expressions, ils ne parlent pas la même langue. Ça va partir en couille, c'est normal, ça va partir en couille. C'est pareil, c'est exactement pareil. Vous imaginez, moi dans le sud, on mange à 21h. Dans le nord, c'est pas possible, ça peut pas coller. Donc imaginez avec quelqu'un qui est même pas du même pays. Ça ne peut pas fonctionner. En fait, c'est vraiment pour leur bien. Vraiment, après tout ce que j'ai vécu, moi je me dis que effectivement, il faut en accueillir certains, mais il faut en accueillir modérément, comme on a toujours fait. Il faut qu'il y ait un but de s'assimiler. Et si jamais il y a de la criminalité, mais ça dégage. Mais vous croyez que dans leur pays, ils font comment? Vous croyez que dans leur pays, il y a de la criminalité? Enfin, la criminalité, elle est plus au niveau, plus en haut de la pyramide, mais là-bas, ils volent un truc, mais ils se font défoncer. Ils se font défoncer. Chez nous, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça que ça continue. Donc c'est marrant de toujours voir ce deux poids, deux mesures. Il fuit un pays qui n'est pas en guerre, ou alors, s'il est en guerre, dans ces cas-là, ok, tu as ta demande d'asile, mais si elle n'est pas en guerre, pourquoi tu ne fais pas en sorte, tu t'engages dans la police, tu fais en sorte, ou dans, un contrôleur du fisc, mais là-bas, quoi. Mais avec une éthique, tu dis, ok, moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour mon pays. Et c'est comme ça que tu combats la criminalité, tout comme au Brésil. T'as beaucoup de corruption, mais ceux qui arrivent à sortir le pays de la merde, c'est pas ceux qui partent à l'étranger, c'est ceux qui restent dans leur pays, qui disent ok, moi je suis prêt à donner ma vie pour mon pays, je suis prêt à zapper l'argent, à zapper tout ça, parce que j'ai des principes, parce que j'ai des valeurs et que je fais ça pour tout le monde, que je fais ça pour la nation. Et je vais combattre la corruption comme je peux, de l'intérieur, en ayant une éthique. Sauf qu'en fait, dans tous ces pays-là, ils sont corrompus. Le problème vient de la corruption. Et moi, ça me fait mal au cœur, je vous le dis franchement. Parce que mon grand-père m'a toujours parlé de l'Algérie, de tous ces endroits-là. Moi, comme il me les décrit, ça semble magnifique. Putain, je vous jure, la dernière fois, j'ai failli chialer, quoi. J'ai regardé sur Google Maps Alger, le port d'Alger. Il m'a toujours parlé du port d'Alger, mon grand-père. Parce qu'il allait pêcher là-bas, il était pieds nus. C'était un Français, il était pieds nus. C'était pas un colon, hein. Enfin, c'était un colon, mais dans le sens premier du terme. Il travaillait la terre. C'était pas un mec qui exploitait les autres. C'était un Français qui vivait en Algérie. Il vivait pieds nus, en short. Il n'avait pas d'habits. Il n'avait rien. Il allait pêcher sur le port pour nourrir sa famille. Et j'ai voulu regarder récemment sur Google Images, sur Google Maps, on voit à quoi ça ressemblait à Alger, le port d'Alger. Je vous jure, j'ai fait chialer, j'ai vu le bord de mer. Regardez, hein, vraiment, c'est pitoyable. Le bord de mer avec les ordures partout, des barbelés défoncés, de la merde partout, des poubelles partout, c'est dégueulasse. Tu sens même l'odeur à travers l'image. Moi, ça me dégoûte. Et le pire, c'est que là, les gens de gauche,
disent tout le temps oui, les colons français qui étaient en Algérie, gna gna gna. Mais au moins, il n'y avait pas de corruption. C'était propre. Il y avait des écoles. Il y avait du travail. On construisait les champs. Il y avait des hôpitaux. Les gens vivaient normalement. Ils savaient vivre ensemble. Il y avait le vrai vivre ensemble. Mais je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas là-dessus, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui, c'est pas vrai, gna gna gna. Je vais vous préparer une grosse vidéo avec des enregistrements de mon grand-père, des photos de l'époque, des témoignages sur ce qui était vraiment la France, l'Algérie française. Parce que j'en ai ras le cul d'entendre des conneries là-dessus. Il est vraiment temps de remettre les choses à leur place, quoi. Certes, il y avait peut-être quelques problèmes, bien sûr, comme partout. Mais en tout cas, la vie, ils appelaient ça c'est un paradis perdu. C'était un paradis perdu parce que les gens savaient vivre ensemble, parce qu'ils faisaient bon vivre, et parce que c'était un Eldorado pour tout le monde. Et les Algériens, les premiers, étaient les premiers concernés par rapport à ça, étaient les premiers à en profiter. Et la France a investi à perte dans les colonies françaises en Algérie. Dans la fabrication de barrages hydroélectriques, dans les champs, dans tout ça, dans les routes. Tout ça, c'est la France qui l'a construit. Aujourd'hui, c'est une poubelle. Rien n'est entretenu. Et ça me fait mal au cœur de me dire que on nous casse encore la tête avec ça, là, avec l'Algérie française, alors que c'était bien mieux durant l'Algérie française qu'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ça c'est pareil, pourquoi est-ce que les Algériens viennent en France? Putain, ils nous ont virés en nous disant ouais, c'est la valise ou le cercueil, hein, la valise ou le cercueil, sinon on te, hein, sourire kabyle, tout ça. Hein, on en reparlera. Les attentats et tout. Mon grand-père les a vécus, les attentats d'Alger. Vous inquiétez pas, on va en reparler. Mais je sais pas, donc les Algériens devraient être sauvés, c'est bon, ils ont leur pays, ils ont leur autonomie, ils sont libres, ils peuvent vivre pleinement. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? C'est une vraie question que je pose. Là, s'il y a des Algériens parmi vous, des nouvelles générations, pourquoi vous venez? Je ne comprends pas. Si l'Algérie c'est si beau, pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas? Pourquoi est-ce que vous êtes en France? Et pourquoi est-ce que vous êtes en France si on est des méchants et si on était des colonisateurs? Pourquoi revenir chez nous? Et pourquoi? Je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, on se fout de notre gueule. Voilà, moi ce que je pense de tout ça, c'est qu'on se fout de notre gueule. Partout, hein, à gauche, droite, on se fout de notre gueule. Il faut voir les choses pas de manière manichéenne. Bien sûr, il y a des gens bien partout, il y a des gens mauvais partout, mais il faut savoir faire la distinction. Et il faut savoir, à un moment donné, prendre une décision. Les gens mal, on les dégage. Tout comme chez vous. Chez vous, s'il y a quelqu'un qui fout la merde, s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois qu'il vient, il fout le bordel et il s'embrouille avec tout le monde de votre famille, mais qu'est-ce que vous faites? Vous l'accueillez? Bah non, vous le foutez à la porte. C'est tout à fait normal. Bah c'est pareil là. Pourquoi ça serait différent? Pourquoi ça serait différent? Expliquez-moi. C'est pareil. Un pays, c'est comme une maison. Une nation, c'est comme une famille. C'est pareil. C'est exactement pareil. Si votre voisin fout la merde, bah vous acceptez plus le voisin, vous lui parlez plus. Et c'est quand même mieux d'être... De bien s'entendre entre voisins. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur tout ça là. Mais voilà, pour moi vraiment, ceux qui sauvent des vies, même si ça paraît paradoxal, mais si on y réfléchit bien, si on regarde vraiment ce qu'il y a derrière, parce qu'en fait on essaie de simplifier, de vulgariser au maximum ce qui se passe pour clore le débat. C'est-à-dire que tant qu'on ne rentrera pas en profondeur dans les vrais problèmes, dans les vraies racines des problèmes, on ne pourra pas résoudre les problèmes, on ne pourra pas prendre des décisions concrètes. Le problème là, il vient du trafic d'êtres humains, il vient de l'esclavagisme moderne, il vient du fait que si on continue d'accepter les gens d'une première part, nous ça sera plus vivable parce qu'on sera, désolé, on sera plus chez nous, parce que oui, il faut quand même, enfin c'est normal, tu peux pas, s'il y a plus de gens étrangers que de gens originaires du pays, à un moment donné, ça ne peut pas aller. C'est partout pareil, ça ne peut pas. Il y a un moment donné où ça va péter. C'est quelque chose de naturel. Voilà, c'est partout, dans toute époque, tous les continents, chez n'importe quelle espèce. Je sais pas, vous prenez deux fourmis sur le même territoire, il y a un moment donné où les deux fourmilières vont se rencontrer, les deux fourmilières vont se faire la guerre et il y en a forcément une sur les deux qui va gagner. Donc pour moi, là, le seul truc qui va arriver, ça va être une guerre civile.
parce que la criminalité fait qu'exploser et les gouvernements, les gens ne veulent pas voir la réalité des choses. Mais pour ça, il faut parler aux gens. Il faut discuter avec eux, il faut vraiment vivre les choses. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de vraiment prendre du recul sur tout ça. Et ça m'a permis de vraiment mieux comprendre et de voir le vrai visage, c'est ça, de voir le vrai visage de l'immigration actuelle. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, salut.